Dans le labyrinthe narratif de One Piece, érigé avec maestria par Eiichiro Oda au fil des 2 dernières décennies et demie, se dissimulent des énigmes captivantes et des questions brûlantes, attendant patiemment d'être révélées. Qui est Lafitte dans cet échiquier aux pièces voilées? Quelles sommes vertigineuses orneront les avis de recherche des valeureux Mugiwara dans les chapitres à venir? Et quelle est l'essence véritable des armes antiques dont le voile n'a pas encore été levé? Nous sommes à l'aube d'une conclusion, un crépuscule de révélations où les ombres des mystères s'éclaircissent peu à peu sous la plume d'Oda. Mais dans cette épopée, loin d'être linéaire, chaque indice disséminé avec subtilité est une clé potentielle révélatrice des ultimes vérités. Vous qui êtes en quête de lumière sur ces mystères, vous avez trouvé votre sanctuaire, car c'est ici que nous plongerons ensemble dans les profondeurs de l'inconnu, tentant de déchiffrer les énigmes encore tissées dans le tissu complexe de One Piece. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de théorie. Si vous aimez One Piece et mon contenu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit et ça fait plaisir. J'aimerais aussi remercier Typical Joe et Panini qui sont à l'origine de certaines théories de cette vidéo. Je vous mets le lien qui mène vers leurs théories en description. Donc merci à ceux qui prendront le temps pour tout cela, et bonne vidéo. 遠い昔に実在したこの世界を滅ぼせるほどの力、神の名を持つ3つの古代兵器、プルトン、ウラヌス、ポセイドン。 Au cœur d'un univers où le mystère danse avec la connaissance, cette théorie s'apprête à lever le voile sur l'énigme des 3 armes antiques, véritable joyau du monde de One Piece. Laissez-moi vous guider à travers les méandres du temps et de l'espace où 2 clés de compréhension nous attendent, celles des 7 planètes classiques et des 3 armes antiques. Les 7 planètes classiques sont des sentinelles du ciel nocturne qui fut jadis perçu par les yeux émerveillés des astrologues anciens. Ce ballet céleste comprend le soleil, incarné dans One Piece par Luffy ou Joy Boy, lumière éclatante de notre histoire, la mystérieuse lune, voilée d'ombre et de mystère, et les 5 anciennes planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, chaque planète étant incarnée par l'un des membres du Gorosei. La Terre, notre scène, reste inobservée, car c'est sur son sol que nous nous trouvons. Les astrologues du passé voyaient la Terre comme le centre d'un univers enveloppant chaque planète décrivant une danse éternelle autour d'elle. Les 5 anciennes planètes, incarnées par le Gorosei, orbitaient autour de la Terre qui pourrait par conséquent être incarnée par Im. Entre les lignes de la Genèse, où la Terre est décrite comme vide et sans forme, se cache un indice, Mu, un terme japonais évoquant le vide, tel une énigme au centre du mystérieux Gorosei. Sabo, en quête de vérité, s'est plongé dans un livre nommé Genesis pour trouver des informations sur Im. Cette vue géocentrique a dominé l'ancienne cosmologie jusqu'à ce que Copernic propose le modèle héliocentrique. Ce changement de vision, où le soleil devient le cœur de l'univers, marque une révolution non seulement astronomique mais aussi philosophique. Au cœur de cette énigme se tient les 3 armes antiques, incarnation tangible d'un savoir astral ancien. Ces artefacts, éponymes de planètes jadis voilées à la connaissance humaine, transcendent la valse millénaire des 7 astres classiques autour de notre sphère terrestre. Plongeons dans les profondeurs de cette révélation, où chaque arme, tel un phare dans la nuit éternelle de l'oubli, brille d'un feu secret guidant notre quête vers l'illumination. Notre périple traverse des constellations de mystères, effleurant les voiles sombres tissées par le temps et l'histoire à la recherche des vérités enfouies. Les 3 armes antiques se nomment d'après les astres cachés à l'œil nu des astrologues d'antan, Uranus, Neptune et Pluton. Découvertes bien après l'avènement du modèle héliocentrique, elles n'étaient pas décrites comme orbitant autour de la Terre. Dans le cadre de cette exploration théorique, nous nous penchons sur l'identité et l'essence de ces 3 artefacts légendaires. Poséidon. Poséidon est le dieu grec de la mer dont l'équivalent romain est nommé Neptune. Au cœur de cette partie se trouve Shirahoshi, incarnant cette arme antique. Majestueuse sirène géante, elle détient le pouvoir souverain de commander les rois des mers. Dans un murmure d'étoiles et d'océans, le nom de Shirahoshi, qui se traduit par étoile blanche, évoque la lumière pure irradiant à travers l'obscurité des profondeurs. Shira signifie blanc, tandis que Hoshi signifie étoile. Tel Galilée, qui devant Neptune crut contempler une étoile immuable, nous découvrons en Shirahoshi une présence divine, un phare dans l'immensité marine. Telle une sentinelle des mers, Shirahoshi se dresse tel Neptune, le géant de glace. Uranus. Dans les confins mystérieux de l'univers où la science se mêle à la légende, Uranus émerge sous le nom de géant de glace comme je viens de le souligner, une appellation qui suscite la curiosité et l'émerveillement. Mais derrière cette désignation glaciale, se pourrait-il qu'il se cache en réalité un géant de fer forgeant ainsi une énigme céleste encore plus profonde? Le symbole d'Uranus, un mélange alchimique de métaux de fer et d'or, crée une représentation du platine, une fusion qui dépasse la simple matière pour atteindre les étoiles. Les symboles astronomiques sont utilisés pour représenter des objets astronomiques.
Uranus, père des titans et des géants, semble convoquer ses enfants à Egghead, lieu où la lumière du dieu du soleil scintille. Ce géant de fer, réagissant à la présence divine du soleil, soulève la question vertigineuse. Pourrait-il être le géniteur ancestral des géants, un lien perdu dans la toile de notre histoire ? Alors que Poséidon règne sur les abysses marins, Uranus s'élève comme le souverain de l'azur. Son assaut contre Marie-Joie n'est pas seulement un acte de force brute, mais une ascension vers les cieux, révélant une potentielle capacité à transcender la terre ferme afin de voler dans le ciel. Cette théorie audacieuse suggère que Uranus pourrait bien être un titan transformé en mécanisme, écho distordu de Kuma, un être jadis humain devenu outil de l'Empire. Dans l'univers de Gigante Robot, Uranus est un robot géant qui défie la gravité, s'affirmant dans son élément naturel, le ciel. Grâce à sa capacité de lévitation, il peut également tirer des lasers et utiliser un champ de force. Au fil de plein de séries, le nom d'Uranus se répète, incarnant diverses formes de robots géants. Uranus se révèle également être un automate fabriqué en 1986, un prodige de technologie perpétué de capteurs et d'artifices mécaniques. Cette révélation suscite une interrogation vertigineuse. À la frontière de la science et du mystère, l'interaction entre Uranus et Nika est-elle le murmure d'une intelligence artificielle d'avant-garde ou simplement l'écho d'une réponse provoquée par ses capteurs ? Pluton. Pluton, la troisième arme antique, se dresse comme un monolithe dans les annales cachées de l'histoire. Un vaisseau de guerre légendaire forgé à Alabasta comme révélé par Crocodile. Pluton était un croiseur-mouilleur de mines conçu par la marine française à l'aube des années 1920. Son nom, Pluton, partage aussi les échos d'un navire ayant bravé les tumultes de la bataille de Trafalgar, portant en lui le spectre de la guerre et du courage. Mais plus loin encore, dans les abysses des mythes grecs, Pluton trône en maître du royaume souterrain, évoquant les profondeurs obscures et inexplorées de la mer. Imaginez alors un navire non pas de fer, mais d'ombre et d'écho, capable de glisser inaperçu sous les vagues, déposant avec lui des mines de plutonium. Mines qui sont capables de fissurer le fond des océans et de déchirer les fondations même de la Terre. Donc en conclusion, les trois armes antiques se dévoilent dans leur grandeur terrifiante. Poséidon, Neptune, avec Shirahoshi comme avatar, règne sur les mers. Uranus, le géant de fer volant, père des titans, apporte sa majesté au ciel. Capable de s'élever au-dessus des cimes et des cités, un spectre de métal défiant la gravité. Et Pluton, le souverain silencieux des abysses, un sous-marin armé jusqu'aux dents de missiles. Le dieu du monde souterrain, promettant ruine et désolation à ceux qui oseraient défier son pouvoir. Ensemble, elles tissent le voile du destin autour du monde de One Piece. Un héritage antique dont le pouvoir enfui dans les ombres et le silence attend son heure pour réécrire l'histoire. あわよくばぜひこの集会参加させていただきたく。お前はラフィットか。ラフィッおや、私の名などご存知で。これは恐縮先般。ウエストブルーでは広く名の通った保安官です。度を超えた暴力で国を追われた男。 Dans l'immensité enveloppante des mystères qui bercent les eaux tumultueuses du Nouveau Monde, une question persiste échappant à l'emprise de la certitude. Mais où se trouve Lafitte ? Cette exploration, tissée de conjectures et d'hypothèses, se propose de naviguer à travers les voiles d'incertitude qui entourent la position actuelle de Lafitte ainsi que ses dessins insondables. Au fil de ce périple, nous nous aventurerons au-delà des simples faits, pour entrevoir la vérité cachée derrière l'étoffe de Lafitte, dévoilant les arcanes et les secrets ancestraux qui se logent dans l'ombre de West Blue. Embarquons ensemble dans cette quête de compréhension où chaque indice pourrait être la clé déverrouillant les portes d'un monde resté jusqu'ici enveloppé dans le voile épais du mystère. Pour beaucoup, l'idée que Lafitte pourrait être le messager clandestin envoyé vers l'île d'Egghead était solidement ancrée. Pourtant, à la lumière des nouvelles révélations, cette hypothèse s'est dissipée comme brume au soleil. La question demeure donc, où se cache Lafitte dans ce vaste monde ? L'une des pistes les plus palpables et intrigantes mène droit vers Marie-Joie. Un souvenir du chapitre 234 surgit alors, témoignant de la capacité de Lafitte à s'immiscer au cœur de la Terre Sainte. Mais quel dessein pourrait-il poursuivre dans ces lieux sacrés ? L'idée d'une entreprise d'hypnose plane, mais elle semble, après mûre réflexion, improbable. La pensée suivante qui vient en tête est Zou. Serait-il possible que Lafitte ait posé le pied sur cette île énigmatique ? Cette hypothèse bute néanmoins à un obstacle de taille. Sans la présence d'un Minx, l'accès à Zunesha, cette île fantomatique, lui serait interdit. De plus, Barbe Noire a sûrement déjà mis la main sur leur poneglyphe par l'intermédiaire de l'eau, donc cette option semble peu probable. L'horizon des différentes réflexions s'étend alors jusqu'au QG de la marine, à New Marineford. Avec ses talents d'hypnotiseur, Lafitte pourrait y trouver un terrain de jeu bien plus propice qu'à Marie-Joie. Mais alors, à quelle fin ?
La manipulation de Marine depuis l'intérieur par Barbe Noire présente des avantages, certes, mais le jeu en vaut-il la chandelle? Peut-être que la vérité réside-t-elle dans la simplicité. Et si Lafitte n'avait jamais quitté la ruche? Jadis shérif sur West Blue, son rôle actuel pourrait être gardien de la prison. Cela expliquerait pourquoi il n'est pas apparu lors de l'attaque de Garp sur la ruche. Donc Lafitte, étant simplement sur la ruche depuis tout ce temps, semble être la meilleure réponse jusqu'à présent. Mais quelle autre possibilité négligeons-nous? Il se pourrait que Lafitte soit allé sur Sphinx Island, l'ultime bastion de Barbe Blanche où réside, dit-on, un héritage oublié. Pourtant, cette quête semble dérisoire pour Barbe Noire, dont la soif de richesse n'est pas le moteur principal. L'essentiel pourrait-il se trouver ailleurs dans un but ou une alliance encore plus précieuse? Peut-être que le vrai théâtre de Lafitte se trouve dans les profondeurs d'Impel Down, là où les ombres s'entrelacent et les destins se croisent. C'est dans ces tréfonds que nous devons chercher non pas une réponse simple, mais la clé d'une énigme complexe. Qui est véritablement Lafitte? Ce voyageur des ombres, banni pour sa brutalité, porte en lui les secrets d'un passé ténébreux. West Blue, sa terre natale, ne nous livre qu'une part de son histoire. Et si, en regardant au-delà de ce qui est dit, nous découvrions les indices d'une vérité plus profonde? Une théorie audacieuse selon laquelle Lafitte et Brook partageraient une origine commune au sein du mystérieux royaume de Torora nous invite à contempler les liens insoupçonnés qui unissent les personnages de cet univers vaste. Le sifflement mélancolique de Lafitte, résonnant comme un écho lointain à la mélodie de Brook, suggère une connexion intime avec les récits oubliés. Le titre de shérif démon de Lafitte, juxtaposé à celui de l'enfant démon de Robin, soulève une interrogation. Pourquoi West Blue est-il si intimement lié à l'image des démons? Cette récurrence, loin d'être fortuite, pourrait bien dissimuler les pièces manquantes d'un puzzle. Alors que nous sondons les profondeurs des mystères insondables de West Blue, une vérité émerge enveloppée dans les voiles de l'énigme. Cette étendue maritime est la seule qui ne se vante d'aucun membre connu de l'illustre clan des Dix. La possibilité que cela soit le fruit du hasard frôle l'improbabilité. Dans cette quête de vérité, nous nous penchons sur l'origine de Lafitte, émanant du royaume de Torora. Ce fil d'Ariane nous conduit à nous interroger sur d'éventuelles connexions avec les légendaires pirates Rumbar. Avec ses 41 ans ancrés dans le présent, Lafitte semble échapper à la possibilité d'une intersection de destin avec les pirates Rumbar, disparus des mers il y a 52 ans. Pourtant, l'ombre d'une question persiste. Et si, contre toute attente, Yorkie avait déjoué le destin? La curiosité s'empare de nous. Quelle mélodie Lafitte laisse-t-il s'échapper dans l'écho silencieux du chapitre 441? Serait-elle cette chanson, celle qui vibre au cœur du capitaine Yorkie, le saké de Binks? Ces indices tissent une toile qui pourrait bien révéler la véritable identité de Lafitte. Pourrions-nous parler de Calico Lafitte, le descendant de Calico Yorkie? Cette révélation, cependant, n'est que le prélude d'une question plus vaste. Où Lafitte se cache-t-il? Et quelle machination ourdit-il? Un autre personnage se détache dans ce bateau de conspiration et de légende, portant l'épithète du démon céleste, Don Quijote do Flamingo. Dans l'entrelac du destin et des coïncidences, une question demeure éveillée par les paroles énigmatiques de Doflamingo à Tsuru. Seulement 2 chapitres avant le retour inattendu de Lafitte, quand se retrouveront-ils et où? A-t-il interrogé plongeant dans les méandres d'une intrigue qui s'épaissit? C'est dans cette conjoncture que je postule un retour aux origines pour Lafitte, un voyage qui le mène au cœur d'Impel Down. Là, dans les tréfonds de cet abîme inspiré de l'Inferno de Dante, une rencontre de 2 âmes marquées par l'épithète démon se profile alors. L'implication d'une telle alliance, surtout si elle conduit à la libération de Doflamingo, serait un affront d'une magnitude inouïe contre les autorités. C'est dans ce contexte chargé de tension que nous découvrirons probablement la révélation du nom véritable de Lafitte. Une identité qui porte en elle l'héritage et le mystère d'une ligne oubliée. Calico dit Lafitte, un nom qui résonne comme un écho à travers les siècles, porteur de secrets et de révolutions. Arigato. ところでお前ドラゴンの息子じゃな。なんだおっさん。来とるのは知ってた。よく来たな。 Alors que beaucoup de fans pensaient que les Mugiwara se rendraient sur Elbaf, l'auteur a tracé un sillon inattendu nous conviant à un voyage vers Egghead, l'île du futur. Cela s'annonçait comme un arc de transition, une escale dans l'immense odyssée des Mugiwara. Mais c'est sur cette scène que le tant attendu Dr Vegapunk a fait son entrée, accompagné d'un cortège d'éléments tantôt familiers, tantôt énigmatiques comme le retour de Kaku et Lucci, l'apparition des Séraphins et des Mark III, les Gorosei dévoilant leur nom et leur pouvoir, l'écho de certaines vérités cachées murmurées par Im et Vegapunk, le flashback de Kuma, l'apparition de Kizaru, l'incident d'Egghead et le balai des événements extérieurs tels l'assaut de Garp sur la ruche ou l'humiliation de Kid par chance, sans oublier l'apparition des chevaliers divins. Oda, tel un maestro, a dirigé cette fresque avec maestria, tissant un récit où chaque fil dévoile une facette plus surprenante de l'univers qu'il a créé. À l'aube de toutes ces révélations, il semble inévitable que les primes des chapeaux de paille s'envoleront vers de nouveaux sommets.
surtout si l'incident mystérieux teasé au chapitre 1078 est amené à même de bouleverser l'ordre du monde. Et commençons avec les Mugiwara qui ont fait le moins de bruit pendant cet arc d'Egghead. Chopper, notre médecin bien-aimé, a traversé cet arc en naviguant sous les radars. Une présence discrète sans fanfare ni éclat. C'est dans cette discrétion que réside la clé du montant de son futur avis de recherche. Avec le running gag de sa prime, et grâce à la subtilité de l'humour d'Eiichiro Oda, sa prime grimperait ainsi à 2000 berries. Nami, la navigatrice étoilée, n'a pas non plus illuminé les cieux dans cet arc. Et pourtant, dans l'ombre de sa discrétion, une augmentation de prime de 200 millions de berries se profile pour atteindre les 566 millions. Quant à Brook, le musicien spectral, sa silhouette a dansé entre les ombres de cet arc lui aussi. Un fantôme parmi les vivants, ne brillant pas de son éclat coutumier. Pourtant, dans ce silence, la hausse de sa prime s'élève également à 200 millions de berries pour atteindre un montant de 583 millions de berries. Un écho reconnaissant les murmures de sa contribution, une résonance qui transcende les actes visibles pour toucher l'essence même de son rôle dans l'ombre. Usopp a lui aussi traversé cet arc tel un fantôme. Pourtant, sa rencontre avec les géants, écho lointain de Little Garden, tisse une trempe prémonitoire, promesse d'un futur où le lien indéfectible entre Usopp et ses titans se manifestera dans une épopée encore plus grandiose à Elbaf. Donc pour cette raison, il aura selon moi lui aussi le droit à une augmentation de 200 millions de berries, ce qui amènera sa prime à un montant de 700 millions. Robin, l'érudit des ombres, a également avancé avec discrétion à travers cet arc. Cette période de calme précède une tempête où sa contribution, encore voilée dans le mystère, justifie une ascension de sa prime au-delà du milliard, atteignant ainsi 1 milliard et 130 millions de berries. Jinbei, membre du Monster Trio de l'équipage, suit le même courant silencieux, mais impétueux. Sa stature de guerrier de la mer et son engagement indéfectible envers les Mugiwara augurent d'une reconnaissance avec une augmentation de 200 millions de berries, portant sa prime à un montant plus que respectable de 1 milliard et 300 millions de berries. Ces augmentations, bien que semblant un simple chiffre, sont le témoignage de leur influence grandissant dans le monde. Un monde qui les regarde désormais comme un équipage d'empereurs, des acteurs clés dans un incident monumental mettant en jeu le Dr Vegapunk, les 5 doyens, l'amiral Kizaru, et surtout une partie de la vérité cachée dévoilée au monde par le Dr Vegapunk en conséquence de leurs actes. Chaque prime augmentée de 200 millions de berries est une reconnaissance de leur empreinte indélébile sur la trame de l'histoire et des récents événements. Plongeons désormais dans les odyssées de ceux dont l'éclat a percé les voiles de l'arc d'Egghead, dessinant des trajectoires de renom qui, inévitablement, convoquent des flots plus tumultueux d'estimation. Franky, le charpentier émérite, dont l'attente était palpable en raison de son lien prédestiné avec Vegapunk. Même si certains peuvent penser que l'auteur n'a pas pleinement exploré son personnage, il reste indéniable que Franky a surpassé l'ordinaire en défiant un membre du Gorosei tout en capturant son attention. Une telle audace mérite une reconnaissance. Une prime augmentée de 300 millions de berries, gravant son écho à 694 millions de berries, serait méritée. Sanji a tissé son mythe dans le tumulte de cet arc, affrontant des séraphins, osant défier un Gorosei et tenant tête à un amiral. Son courage, tel un phare dans la tempête, justifie une hausse de 350 millions, hissant sa prime au-delà des vagues, à 1 milliard et 382 millions de berries, naviguant désormais devant Jinbei, mais en sillage de Zoro, son rival éternel. Zoro, l'épéiste légendaire, bien que son éclat fût moins fulgurant par rapport au chapitre antérieur, a tout de même croisé le fer avec les séraphins, Kaku et Lucci. Sa prime, reflétant ces confrontations, recevra un vent favorable de 300 millions pour atteindre les rives de 1 milliard et 411 millions de berries. Luffy est destiné à la plus grande des reconnaissances. Sa quête pour libérer Vegapunk, ses affrontements avec Lucci, Kizaru et les Gorosei font de lui le visage de cet incident monumental d'Egghead. Sa prime, une ombre parmi les empereurs, est destinée à s'élancer vers l'horizon, dépassant celle de Baggy, mais voguant sous les cieux de celle de Shanks. Une montée vertigineuse à 4 milliards et 56 millions de berries est envisagée, ce qui laisse alors sous-entendre un power-up des primes des autres empereurs et en particulier celle de Shanks. Dans le tourbillon d'Egghead, l'arc qui a défié les attentes, Oda nous a guidés à travers une épopée enrichie de révélations et de confrontations marquantes. De l'ombre de Chopper à l'éclatante lumière de Luffy, chaque Mugiwara a tracé son chemin, laissant présager une escalade inévitable de leurs primes. Ce crescendo des récompenses n'est pas qu'un simple reflet de leurs actions, mais un témoignage de leur impact croissant sur le monde, dévoilant leur statut non seulement d'équipage d'un empereur, mais aussi de catalyseur d'un incident qui pourrait bien renverser l'ordre mondial. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager. Je vous invite également à aller faire un tour sur ma chaîne secondaire, ainsi que sur mes comptes TikTok, Instagram et Twitter. Car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Je vous remercie pour tout cela, et salut!